Bonsoir tout le monde. Joël Bergeron, dans le milieu de l'agilité depuis le début des années 2000, donc un petit peu avant qu'il y ait un tournant quand même important au Québec, avant 2010, dans le temps où personne ne voulait en entendre parler. J'ai pris un virage plus axé sur le leadership après 2010 parce que je me rendais compte que c'était un enjeu, pour pas dire un bloquant, quand même assez important dans le contexte de l'agilité. Fait que, au lieu de leadership, puis essayer d'aider les gestionnaires là-dedans, je me rendais compte que c'est ça, c'était un bloquant ou ça apportait certaines difficultés ou dans certains cas, on disait aux gestionnaires, ben là, on n'a plus besoin de toi, ton équipe est auto-organisée, fait que fais autre chose. Fait que ça donnait pas toujours des succès. Puis, c'était difficile pour ces gens-là de se positionner dans ce contexte-là. Fait que j'ai décidé de me pencher sur le sujet puis de voir comment on peut l'aborder dans un contexte d'agilité, puis comment on peut trouver des pratiques de leadership qui sont au service de l'agilité. Fait que c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Puis, ben c'est ça, je suis aussi professeur de méditation en pleine conscience. Fait que je donne certaines formations, puis j'accompagne des gens dans la méditation pleine conscience en lien avec le développement du leadership aussi. Fait que, on n'en parle pas ce soir, mais je vais juste donner le contexte là, par rapport à ça. Kate, veux-tu lancer le sondage? On a un petit sondage pour vous autres. En fait, j'aimerais ça savoir à qui je m'adresse ce soir, les profils, vous faites quoi en gros? Fait que c'est une petite question juste pour me donner une idée là, qui est avec nous ce soir. 100%, le sondage est lancé. Ça va me donner un petit Ça aperçu. m'intrigue toujours de savoir à qui je parle, surtout en virtuel, avec des caméras fermées. Des fois, j'ai l'impression d'être seul. On est là, en tout cas, il y a quelques personnes actives. Quand même 12 personnes déjà qui ont participé. On va collecter un petit peu vos réponses, puis on va pouvoir les afficher ensemble pour voir un peu d'où viennent les gens, effectivement. C'est bon, ça monte. Donc, il reste quelques personnes. Je vais laisser peut-être quelques secondes. Si vous pouvez aussi marquer c'est quoi votre rôle en général, le poste que vous occupez, c'est vraiment ce qui vous vient spontanément. Et on va regarder ce qu'on a déjà. On va le voir ensemble. Joël, est-ce que tu vois les réponses également? Non, je vois juste le partage du sondage. Je vais nous les partager ici. Alors voilà, ça donne quand même un bel aperçu. Oups, moi, je ne le vois pas. Tu OK. partageais-tu ton écran? Si je peux Oui, je partager. partage mon écran, mais en fait, je vais les lire à voix haute à ce moment-là pour qu'on puisse les voir Ouais. ensemble. Donc, on voit beaucoup, en fait, chef de programme, le domaine du coaching, coach agile, gestionnaire de projet. On a chargé de projet en TI, Scrum Master aussi, chef de projet, tech lead, partenaire d'affaires principal en RH, un gestionnaire servant leader, C'est bon. un PO, responsable QA, donc coach, entre autres pour des équipes agiles, chef de projet, coach agile, product owner aussi, conseiller en DO, donc avec un profil agile, puis aspiring Scrum Master, donc pas encore certifié, mais prochainement. Ça nous donne quand même un bon aperçu global. Génial. Bon, je partage à mon tour. Vous devriez voir.
que vous voyez? Oui, c'est bon. C'est bon. Euh, donc, c'est ça, on va discuter de pratiques de leadership émergente au service de l'agilité. Puis j'ai mis en dessous, on va parler de développement vertical. Donc, pour moi, c'est une approche pour parler de leadership au service de l'agilité. Euh, Puis pourquoi je l'amène comme ça? En fait, ce que je disais tantôt, que je cherchais des façons d'aider les gestionnaires et les différents leaders dans un contexte agile. Puis dans ce contexte-là, j'essayais de voir qu'est-ce qui existait comme pratique de leadership qui émergeait ou qu'on ne voyait pas tant que ça dans les organisations, qui pourrait venir servir l'agilité sans parler d'agilité spécifiquement. Fait que, j'essayais d'élargir ma perspective sans me questionner juste sur, dans un contexte ou dans le milieu de l'agilité, qu'est-ce qui existe d'un point de vue leadership. Fait que j'ai élargi. Puis ce soir, c'est sûr qu'on ne peut pas tout voir, mais ce que je vous amène, dans le fond, c'est une perspective qui est axée vraiment sur les personnes, puis qui, de mon point de vue, dessert très bien l'agilité. Puis d'ailleurs, il y a des études là-dessus qu'on pourra parler tantôt. Je fais dès le début juste une petite mise en bouche. Là. Je sais que c'est peut-être un rappel pour plusieurs d'entre vous, mais c'est juste pour expliquer c'est quoi le fil, c'est quoi l'idée que j'essaie d'amener dans cette approche-là. Contexte que vous connaissez bien. On est dans un milieu qui bouge beaucoup. Les technologies changent, les technologies mettent de la pression sur les organisations. L'Internet des objets, le big data, les blockchains, l'intelligence artificielle. Fait qu'on est dans un monde en changement. Puis en plus, la pandémie qui nous a, pour plusieurs d'entre nous, poussé à la maison, de travailler à la maison, puis de s'organiser pour que ça fonctionne, qu'on continue à travailler. Fait qu'on on est clairement dans un contexte qui bouge beaucoup, mais je pense que pour plusieurs d'entre vous dans le monde de l'agilité, c'est quelque chose qu'on sait, qui existait avant même la pandémie. Ce que vous voyez ici, c'est les cycles d'innovation, puis c'était juste pour donner une idée de l'accélération qu'on vit. Si on regarde là, vers la fin, jusqu'en 2020, à droite, on a un cycle d'innovation de 30 ans, avant ça 40, 50, bref, ça raccourcit, tout va plus vite. On subit des changements beaucoup plus rapidement qu'avant. Puis la vague d'innovation, le cycle d'innovation qu'on amorce avec ce qu'on parlait à cette page-ci, euh, est estimé à environ une quinzaine d'années. Fait que là, on part de 40, 30, 15. Fait que l'accélération, elle ne s'arrête pas. Puis je pense que vous savez que l'agilité est un peu une réponse à ça. Où ça nous mène? Ça nous mène dans un contexte de VICA. VICA que vous connaissez probablement aussi. Puis n'hésitez pas à m'interrompre. Des fois, je vais vite pour cette partie-là, mais si vous avez des questions, vous me le dites. Levez la main, puis on pourra discuter. Donc, VICA, volatilité, incertitude, ambiguïté, complexité. L'agilité est une belle réponse à ça. Le VICA qui est une description, en fait, de ce qu'on vient de voir juste avant. Puis ici, je vous invite à voir l'agilité plus au sens propre du mot que en termes de cadre, pratique, méthode, technique, outils, mais juste le voir comme l'agilité, être agile, puis être une organisation qui est agile, puis il y a des personnes qui sont agiles là-dedans aussi. Ça fait que ce contexte-là qui nous a emmené vers l'agilité, histoire que vous connaissez sûrement un peu, que l'agilité a pris beaucoup de place dans les TI, maintenant on le voit plus dans les organisations plus larges que juste au niveau des TI. Ça fait qu'on est obligé d'adapter notre style de leadership, puis je dirais leadership, style de gestion aussi, à ce contexte-là. Puis l'analogie que je fais ici, là, on le voit peut-être pas si clairement que ça, mais mettons, je dis souvent, si on m'achète une Formule 1, puis on me met dans une course de Formule 1, alors que j'ai jamais piloté une Formule 1, j'ai la meilleure machine au monde, ben, je gagnerai pas la course.
OK? L'analogie que je fais, c'est que si je suis dans un contexte agile, puis j'ai les meilleurs outils, le meilleur cadre qui est fait pour mon contexte, mais je ne suis pas capable de le gérer ou de leader les gens dans ce changement-là ou dans cette approche-là, ben, je vais gagner quoi en bout de ligne? T'sais, quel va être mon gain en agilité? Peut-être pas tant que ça. Donc, on n'a pas le choix de changer notre style de leadership pour faire face au VICA qu'on vient de voir. Ça nous amène où? On voit, j'ai parlé du rythme de changement. Au cours du temps, le rythme du changement, il s'accélère. Les technologies mettent cette pression-là. On voit la courbe violette qui monte, exponentielle. OK? Au fil du temps, le rythme de changement. Puis on a l'adaptabilité humaine qui n'a pas nécessairement suivi. OK? La ligne plus orangée, là. Fait que là, on a créé un gap dans le temps. Fait que là, on se retrouve avec un gap par rapport à ce que l'évolution technologique nous demande, les changements, à la rapidité des changements, puis comment nous, comme humains, on est capable de s'adapter puis de faire face à cette situation-là. Qu'est-ce qui arrive aussi, le changement que ça amène, qu'on voit à droite? Bon, on partait dans un contexte où on cherchait une stabilité, on cherche des certitudes, la simplicité puis la clarté. Okay, j'ai vu qu'il y avait des coachs agiles tantôt, entre autres, des gens qui sont dans le monde de l'agilité. On le voit, les gens qu'on aide ou dans les organisations, ben, on amène quelque chose, puis on dit, ben, c'est peut-être pas clair, il faudrait peut-être, par exemple, faire un rassis sur les rôles et responsabilités pour être sûr qu'on se comprend comme il faut. Fait que là, on cherche la clarté puis la simplicité dans la façon d'aborder la situation. Mais ce qu'on voit à droite, tout a changé, ça change rapidement. Puis la complexité aussi nous amène vers le VICA, puis ça prend une autre façon de penser ou une autre façon de l'idée pour être capable de faire face à ce nouveau contexte-là. Fait qu'on part de quelque chose qui était plus stable, où on avait beaucoup de certitudes, puis la certitude était facile à atteindre, puis on se retrouve dans un contexte qui est volatile, qui a de l'incertitude, de la complexité, puis de l'ambiguïté, ce qui n'est pas le fun pour beaucoup de gens. Il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec ça ou pas à l'aise du tout. Euh, donc, on se retrouve avec des gestionnaires ou des leaders qui ont de la difficulté à l'aider dans ce contexte-là parce qu'ils ont perdu leur base de stabilité qu'on avait auparavant, qu'on avait ou en fait qui ont appris, eux, c'est la façon dont ils ont appris à l'idée ou à gérer leurs équipes. Ça va, date? Pas de questions? Non. On part de où, encore une fois? Stabilité, certitude, simplicité, on s'en va vers le VICA. Donc, ça nous amène à avoir une complexité de l'esprit qui n'est pas nécessairement en place. Puis, les gens n'ont pas cette capacité à combler le gap qu'on voyait tantôt. Il y a une différence qui se fait là. On a un écart puis au niveau du développement actuel, puis le niveau de développement qu'on devrait avoir. C'est ce qu'on va parler tantôt. On part d'une conscience égo-systémique, donc très basée sur l'ego, de 70 à 80 %. Donc, c'est vraiment, vraiment très important. Puis ça, en tout cas, les gens qui travaillent dans les moyennes, grandes organisations, on voit ça beaucoup. Les petites aussi, en fait, moi j'ai fait les deux, puis les petites aussi. Mais avec la complexité du monde, bien, on aurait besoin de plus d'une conscience qui tient compte de l'écosystème. OK? Donc, la pensée systémique aussi. C'est bon? Qu'est-ce que ça fait aussi? Puis là, pour ceux qui connaissent Frédéric Laloux, vous avez peut-être déjà vu cette page-là. Ça vient de Frédéric Laloux, lui qui a écrit le livre Reinventing Organizations. Puis j'aimais bien cette analogie-là. En fait, il dit, nous, comme personnes entières, on vient avec deux grands volets. On a notre partie profonde, nos valeurs, la façon dont on voit les choses. Puis on a aussi la partie égocentrique, notre ego.
Dans les organisations traditionnelles, encore aujourd'hui, c'est toujours bien vu d'arriver avec son ego, mais ta part profonde, tes valeurs, tes émotions, ben, pas tant. Tu sais, l'ego, ça, c'est bien vu. Se bomber le torse, puis se péter les bretelles, si je peux dire, pour montrer qu'on est bon. Ça, on le voit bien, puis ça a toujours sa place. Euh, on a aussi, tout le monde, une partie masculine et féminine. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui l'ont jamais vu, en termes de leadership, il y a des études qui ont sorti, qui ont été faites par Harvard, qui disent que les femmes seraient mieux outillées biologiquement pour gérer dans un monde d'aujourd'hui, dans un monde de VICA, que dans un monde, en fait, que les hommes. Fait que, c'est ça, c'est une généralisation, mais l'étude ressort quand même cet élément-là, à moins qu'une femme lead comme un homme. Okay? Parce que le monde de gestion, c'est encore très masculin. On fait beaucoup de place aux femmes, mais historiquement, c'était presque tout le temps des hommes. Donc, c'est un monde, puis c'est une structure, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir, c'est des modèles qui sont encore très masculins. Euh, mais j'ai envie de vous poser la question, pourquoi la femme serait mieux outillée que l'homme pour gérer ou l'idée, peut-être plus, là, l'idée dans un monde VICA, dans un contexte comme on le voit aujourd'hui, en 2022. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de se lancer? Ça peut être dans le chat aussi. Hein? Il y a André qui souligne elles sont associées à l'empathie. Ouais, entre autres. C'est sûr que c'est une généralisation, mais les femmes ont généralement plus je vais le dire comme ça, mais de skills sociales que les hommes. Donc, l'empathie, puis peut-être plus facilement l'intelligence émotionnelle aussi. Donc, c'est lié, là, mais ça va beaucoup avec ça. T'as d'autres réponses? Ou y en a-tu un autre? Maryse souligne le Maryse? context switching. Je ne sais pas, Attends. Maryse, à quoi ça fait référence exactement? Je vais me montrer. Oh, j'ai encore un fond de Noël, ça a l'air. Ben moi, j'avais écrit Context Switching, il y avait un peu le lien avec l'empathie, mais mettons historiquement que les femmes étaient à la maison justement, puis là, ils s'occupent des enfants, puis là, la vaisselle, puis ci, puis ça, puis de constamment changer de tâche, puis de devoir s'adapter euh, au f- tous les jours à tout ce qui se passait autour d'elles. Ouais, point intéressant, mais en fait, c'était pas ça que l'étude disait. L'étude était très axée sur le volet social puis le volet intelligence émotionnelle que les hommes ont moins naturellement. C'est une généralisation encore là, hein. C'est pas, on n'est pas tout le monde pareil, mais c'est une généralisation. Fait que je reviens à ce qu'on a à l'écran. On a, tout le monde a un côté masculin, un côté féminin, plus ou moins développé. Encore là, si on parle du côté féminin qui amène peut-être une grande force au niveau des émotions, ben, c'est aussi là, ben, c'est moins bien vu dans une organisation. Fait que là, on se retrouve avec un aspect plus masculine. Encore là, on peut rediviser ça en l'aspect rationnel, émotionnel, l'intuition, puis l'aspect spirituel. OK? Quatre autres dimensions. Petite parenthèse là-dessus aussi. Euh, on a dit souvent dans les organisations par le passé, ben ici, on est des gens sérieux, fait qu'on prend des décisions rationnelles, on met nos émotions de côté, puis on va prendre des bonnes décisions en se basant sur notre rationnel. Toutefois, il y a une maladie qui existe pour certaines personnes qui ne ressentent pas vraiment d'émotions. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Il y a même un livre, puis en lien avec ça, ce n'était pas spécifié comme ça, mais il y a eu une émission de télévision, c'est une télésérie qui a passé, je pense qu'elle était sur Netflix, qui s'appelait Lie to Me. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Puis il servait des micro-réactions faciales pour savoir si les gens mentaient. En fait, le bonhomme qui est représenté là-dedans existe pour vrai. Puis lui, il a écrit, dans le livre qu'il a écrit, il explique cette situation-là.
en lien avec les émotions. Fait que, les micros, comment ils appellent ça? Les micro-émotions faciales, ce qu'on voit dans le visage dès qu'une personne mente, est relié aux émotions. C'est pas rationnel. Puis, tout ça pour dire que dans ce qu'il dit ce bonhomme-là, c'est que les gens qui ont des problèmes émotionnels ou qui ne ressentent pas tant d'émotions ne sont pas fonctionnels dans la vie. Donc, ils sont très rationnels, ils peuvent être des bons scientifiques, ils peuvent faire des mathématiques, mais ils ne sont pas capables, par exemple, de prendre une décision au restaurant sur un menu pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. Okay? C'est aussi bête que ça. Fait que quand on dit qu'on prend des bonnes décisions rationnelles, là, ben, ça ne fait aucun sens. Ça ne se peut pas. Parce que si tu n'as pas d'émotion, tu n'es pas capable de décider. Donc, tu sais, c'est une espèce d'absurdité des pensées du passé, là. Fait que décider sans émotion, ça se peut pas. Puis si on focus juste sur le rationnel, puis on oublie le spirituel, puis ce qui est peut-être plus intuitif, on se retrouve avec la partie rationnelle. Fait que qu'est-ce que je viens d'expliquer dans le fond avec tout ça, en reprenant ce que Frédéric Laloux disait, c'est qu'on s'en va au bureau avec une petite partie de nous. Puis ça, pour moi, c'est amené par un leadership qui n'est pas adéquat à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit tout le temps, nos organisations devraient être innovantes parce qu'entre autres, tout va plus vite, tout change, puis on devrait avoir des organisations qui sont apprenantes aussi et puis agiles. Mais si on reste juste avec cette partie rationnelle-là de nous, donc qui est quoi? Qui est, je pense, l'étude disait, grosso modo, c'est représenté comme ça aussi, mais 1/16e de notre personne. Fait que ça fait quoi? Ça fait pas un gros pourcentage de capacité, de créativité dans les organisations, là. OK? Fait que c'est un autre élément. Fait qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que moi, je l'amène avec vous ce soir du point de vue du leadership. Puis ce que je veux vous emmener, c'est comment, en fait, à partir du développement vertical, comment on peut adresser cette situation-là, puis comment on peut mieux la comprendre, associée au leadership. Fait que, vous voyez ici, je vous représente le développement vertical par opposition au développement horizontal. C'est quoi la différence? Développement horizontal, je commence par le développement horizontal. Développement horizontal, c'est quand j'acquiers une nouvelle connaissance. Fait que je vais lire un livre ou je vais aller à l'université faire un bac, faire une maîtrise. J'acquiers des nouvelles connaissances. Alors, je me développe horizontalement. Quand je me développe quand je me développe verticalement, de façon verticale, je me développe comme personne. Ma perspective de la réalité change. Ma façon de penser change. Ma façon de me comporter change. Donc, j'ai une adaptation qui se fait, qui peut être reliée à différentes choses, à mon contexte, à des événements de vie que j'ai vécus. Le développement horizontal peut aussi m'influencer. Je peux faire des études, par exemple, je dis à l'université, mais peu importe, je fais des études, puis ça m'amène dans un autre contexte, ça se peut que ça me fasse développer de façon verticale aussi. Le développement vertical, si vous allez voir, si vous faites des recherches sur le sujet, vous allez le trouver sur différents thèmes aussi que j'ai mis juste en haut du développement vertical, là, écrit en noir. On a le développement de l'ego, il y en a qui appellent ça les logiques d'action, il y en a d'autres qui appellent ça les niveaux de conscience. Tantôt, je parlais que je m'intéressais à la méditation pleine conscience, c'est en lien avec ça. Alors, le développement vertical est aussi un changement de niveau de conscience. Il y a aussi quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Bill Joyner avec Stéphane Joseph. Bill Joyner est une des personnes d'ailleurs qui m'a formé sur ce modèle-là avec sa conjointe Debbie. Debbie, elle était professeure de psychologie à Harvard, puis lui a fait son doctorat à Harvard, qui, par une histoire courte, se sont connus là. Puis lui a écrit un livre qui s'appelle Leadership Agility. J'ai mis la référence un peu plus loin. Fait que lui, il utilise ce modèle-là aussi pour parler justement des niveaux de leadership agile. Fait qu'on va utiliser beaucoup ce modèle-là dans nos discussions tantôt. Donc, développement horizontal, je développe mes connaissances. Développement vertical, je me développe moi comme personne. OK? Autre chose en lien avec le développement vertical versus horizontal, je
je vais, en me développant verticalement, je vais aussi tirer profit de façon peut-être plus avantageuse de mon développement horizontal. Je donne un exemple. On voit beaucoup de belles formations super intéressantes, bien faites, bien montées sur l'intelligence émotionnelle. OK? Puis là, j'ai parlé ici, j'ai dit développement vertical égale aussi niveau de conscience. Plus mon niveau de conscience est élevé ou est développé, plus j'ai une capacité à comprendre ou à capter mes émotions. Si j'ai une plus grande capacité à capter mes émotions, j'ai une plus grande capacité à capter ceux des autres. Donc, vous me voyez venir, si je me développe verticalement, ma capacité à exploiter ou à utiliser l'intelligence émotionnelle est plus grande. Donc, je donne la même formation horizontale, donc j'amène de l'information à des personnes qui sont peut-être que leur niveau de conscience est plus bas que d'autres, et puis à d'autres que le niveau de conscience est plus élevé. Ces gens-là, ceux qui ont le niveau de conscience le plus élevé, vont avoir des meilleurs résultats à utiliser l'intelligence émotionnelle après avoir suivi la même formation que les autres. Okay? Donc, j'utilise mon bagage horizontal d'une autre façon, fait que je vais l'exploiter d'une autre façon. Fait que ça, c'est un exemple facile. Il y a des exemples qui sont peut-être plus rationnels où ça n'a pas ou peu d'impact, mais au niveau de l'intelligence émotionnelle, ça pourrait avoir beaucoup d'impact, le développement vertical, où je suis rendu dans mon développement vertical. Je vous présente ici 3 niveaux de développement vertical. Il y en a plus que ça, on va les voir tantôt, mais pourquoi je présente ces 3-là? C'est que 80% de la population se retrouve dans ces 3 niveaux-là. C'est pour ça qu'on parle de ceux-là. Dans une organisation, quelqu'un qui est, on part d'en bas puis on monte. J'ai l'expert, le achiever puis le catalyste, ou il y en a qui l'appellent le redéfinissant. Puis les couleurs qui sont là veulent dire quelque chose aussi, OK? Les couleurs qui sont là, ambre, orange, vert, si vous allez lire le livre de Frédéric Laloux, ça va être l'équivalent. Lui, il utilise les couleurs dans le modèle, dans son livre, en fait. Donc, c'est ça. J'en ai 3 ici. C'est 80% de la population. Tantôt, je vais vous expliquer plus en détail. J'ai fait en fait, c'est Bill Joyner qui l'a fait, lui qui a écrit le livre Leadership Agility, des espèces de personas pour mieux comprendre comment ces gens-là perçoivent la réalité. Parce que je disais tantôt, quand on se développe de façon verticale, la perception de la réalité va changer. Donc, puis c'est pas tout le monde qui va se rendre au catalyste ou au vert. Il y en a qui vont rester achiever, il y en a qui vont rester experts, puis il y en a même qui restent dans un stade précédent que je vais expliquer tantôt plus sommairement. Mais généralement, on retrouve 80% des populations dans la population dans les 3 niveaux qui sont là. Donc, l'expert, en gros, c'est quoi? Puis là, c'est l'expert d'un point de vue comportement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une expertise, ça ne veut pas dire qu'il connaît quelque chose, c'est qu'il se comporte comme un expert. Quand on parle de comportement, puis de perception de la réalité. Donc, un expert, je donne un petit exemple. L'expert, il n'aime pas tant le feedback. Okay? Il va prendre le feedback, l'expert. Si par exemple, moi, je suis un expert, je vais prendre le feedback de Kim seulement si je trouve que Kim est bonne dans mon domaine. Okay? Puis je fais une caricature un peu, là, je fais un stéréotype, là, mais en gros, ça ressemble à ça. Fait que, Kim, c'est ça, si je la trouve bonne ou que c'est un gourou dans mon domaine, je vais dire, OK, Kim me donne un feedback, là, je vais l'écouter. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui me parle, qui me donne un feedback, puis qui n'est pas vraiment dans mon domaine, que je trouve pas qui est si bonne que ça dans mon domaine, je vais peut-être l'écouter par respect parce que je suis quelqu'un de respectueux, mais en fait, je m'en fous un peu. Okay? Fait que ça, c'est l'expert. Je fais une caricature. Puis, dans un monde de leadership ou de gestion, un expert, je donne un exemple que moi je vois des fois. L'expert, ça peut être le gestionnaire qui va prendre des dossiers parce qu'il dit c'est trop compliqué pour mes employés. Fait que je vais m'en occuper. Puis c'est trop compliqué de transférer le contexte. Moi, je suis mieux placé pour m'en occuper. Fait que je m'en occupe. Fait que ça, c'est potentiellement un expert. Je ne sais pas que c'est le cas absolument. Ça, c'est un exemple. Okay? Après ça, l'autre stade de développement vertical qu'on voit ici, c'est l'achiever. L'achiever, lui, dans le fond, il va atteindre des objectifs. Lui, il a des objectifs stratégiques. Puis lui, il va s'entourer des bonnes personnes, entre des personnes que lui juge bonnes, pour l'aider à atteindre ses objectifs.
OK? Puis il va essayer de convaincre tout le monde que ses objectifs sont bons, puis rallier les gens vers ses objectifs. Fait que, on l'entend souvent lui dire qu'il va s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, ça veut dire quoi? S'entourer des personnes qui, selon lui, vont l'aider à atteindre ses objectifs. Fait que ça, c'est l'achiever. Lui, il s'en va quelque part. Le catalyste, lui, il va chercher la diversité. Fait que lui, s'il y a des gens autour de lui qui ne pensent pas comme lui, il va être curieux. Fait que si par exemple, moi je suis gestionnaire, puis je reprends Kim, je te reprends un exemple, tu es dans mon équipe, puis on a une discussion, puis Kim elle a un avis qui est différent du mien, puis je suis catalyste. Ben moi, Kim, je vais aller vers elle, je vais dire, OK, Kim, elle ne pense pas comme moi, pourquoi elle ne pense pas comme moi? Puis là, je vais chercher à comprendre, puis je vais la questionner. Je vais dire, là, il faut que tu m'expliques. Là. Moi, je voyais ça de cette façon-là, puis toi, tu m'amènes une perspective qui est complètement différente. Puis j'étais sûr que mon idée était bonne. Explique-moi pourquoi tu vois ça. Puis je veux avoir une discussion avec toi, je veux comprendre. Le catalyste, il va systématiquement aller chercher du feedback. Fait qu'il n'attendra pas l'évaluation annuelle pour aller chercher du feedback. Dès qu'il y a une opportunité, il a saisi, puis il va demander du feedback. Fait que lui, il va s'entourer de personnes comme lui, certes un peu comme le Cheever, mais surtout de personnes qui sont différentes de lui. Pour lui, c'est vraiment important. Puis, il va être très bon pour créer ou générer des équipes auto-organisées pour ces raisons-là. Fait que lui, les équipes auto-organisées, ça ne lui fait pas peur. Il va les soutenir, il va les aider, puis il devient assez facilement un servant leader, ce qu'on voit beaucoup là, dans le monde de l'agilité. Fait que là, vous voyez tout de suite là, dans les différents niveaux de développement vertical, on voit que le catalyste ressort comme un petit peu plus approprié, mettons, dans un contexte agile. OK? Fait que ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit catalyste ou achiever ou expert, mais en fait, ça dépend du contexte et des contextes où peut-être que les deux experts fait vraiment un excellent travail. Vas-y, André. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Parfait. Écoute, c'est bien que tu ramènes ce livre-là. En fait, je suis vraiment contente. Mais je me questionne parfois à savoir le catalyste, est-ce que c'est pas plutôt un collaborateur plutôt qu'un leader? Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Très bonne question. En fait, il ne faut pas oublier que le modèle, il s'applique à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'un catalyste qui n'est pas dans une posture de leader, parce que là, on l'applique au leadership, qui n'est pas dans une posture de leader, va faire un excellent collaborateur, c'est sûr, puis il va favoriser la collaboration. Mais moi, de la façon dont je l'amène ici, moi, je pense que dans un contexte de changement rapide, comme on voyait tantôt, puis être capable de faire le gap, d'aller vers une pensée systémique ou une pensée qui est capable de faire face au VICA des leaders catalystes, ça va aider grandement. Plus loin, je le dis, mais il ne faut pas oublier que le catalyste, il est aussi achiever, puis il est aussi expert. La seule différence, c'est que le catalyste, quand il se comporte comme un achiever, il le fait en pleine conscience. Il est conscient que là, il pense que le contexte est plus favorable à être achiever. Il faut que les gens comprennent les objectifs. Il faut aligner vers des objectifs. Qu'il va être capable d'être achiever. S'il pense qu'à un moment donné, il faut qu'il se positionne de façon différente, plus comme un expert, il va le faire aussi. Alors que l'expert, il est expert, il ne sait pas qu'il est expert. C'est son comportement, il est fait comme ça. L'achiever, il ne sait pas qu'il est achiever, il fonctionne comme ça. L'achiever est aussi expert. Dans certains cas, l'achiever, il va se comporter comme un expert, mais encore là, si l'achiever, il se comporte comme un expert, il le fait en connaissance de cause. Et ainsi de suite. Donc, quand je passe d'un niveau expert à achiever, je ne perds pas ce que j'avais avant, mais je peux l'utiliser si je pense que le contexte est approprié. Okay? C'est comme des poupées russes, en fait. Ça répond à ta question, André? Je dirais partiellement, mais je pense que tu m'amènes plus vers le modèle, puis c'est correct comme ça. OK. OK, mais on pourra y revenir tantôt si jamais tu trouves que je n'y réponds pas en cours de route. Là. Je t'avoue que j'essaie de démontrer ici que le catalyste est vraiment pertinent dans un contexte VICA et d'agilité. Donc, modèle appliqué au leadership, mais le modèle s'applique, comme tantôt, je parlais des couleurs, Frédéric Laloux, lui, l'applique aux organisations.
Fait qu'on peut appliquer le modèle aux personnes, aux groupes de personnes, aux organisations et même à la société. Fait que, il y a des chercheurs qui utilisent ces modèles-là, qui l'utilisent plus dans un contexte de société pour voir la pensée de la société, elle évolue comment. Puis un exemple qu'on peut donner bien facilement, c'est l'environnement. Dépendamment à quel âge vous avez, là, moi, je ne suis pas si jeune que ça. Et je me souviens, quand j'étais jeune, je voyais beaucoup de cochonneries, mettons, dans une rivière. Les gens jetaient des pneus dans une rivière, par exemple. C'était épouvantable aujourd'hui, là. Alors que c'était comme normal, l'eau cachait tout ça, puis on était bien tranquille d'esprit avec ça, alors qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un fait ça, la première personne qui passe s'arrête tout de suite pour intervenir, ne laisserait pas faire ça. Donc, la pensée des gens a évolué au cours du temps, puis on peut penser que la société s'est développée de façon verticale aussi. Okay? Fait que les modèles se développent aussi. Tantôt, on va parler de statistiques, mais ça aussi, ça change dans le temps. Les statistiques changent dans le temps. Une autre chose peut-être importante, le modèle de développement vertical existe depuis à peu près 30 ans. Il y a des études dessus depuis à peu près 30 ans. Tu sais, c'est pas nouveau de 4-5 ans, là. Et puis, il est stable dans le sens qu'on le comprend bien depuis à peu près 20 ans. Fait que c'est pas nouveau. Stable, ça veut dire qu'on est capable de le mesurer aussi. Fait qu'on va en parler tantôt, mais il y a des outils qui peuvent mesurer pour me dire, ben moi, je suis un expert, je suis un achiever, je suis un catalyste. Ça peut m'aider dans mon développement aussi, moi comme personne, si je souhaite me développer verticalement. Ça peut aussi. Je continue. Juste une représentation ici, dans le fond, avec, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tantôt, vitesse du changement, VICA, vitesse du changement à gauche, degré d'interdépendance et de complexité, donc peu de VICA. Donc, je me retrouve dans un bas modéré élevé. Ce que ça fait, c'est que je retrouve mes niveaux ici. J'ai l'expert, l'achiever, puis le catalyste. Donc, plus le degré d'interdépendance et de complexité, puis la vitesse de changement est élevée, plus le catalyste va être performant dans ces contextes-là par rapport aux autres. Donc, si je me retrouve dans un contexte, c'est pour ça que je disais tantôt, ça ne prend pas tout le temps des catalystes pour tout, mais si je suis dans un contexte que le degré d'interdépendance n'est pas si élevé que ça, puis que la vitesse du changement n'est pas si élevée que ça, quand là, ça dépend du contexte, bien, l'expert, ça se peut que ce soit un gestionnaire approprié, parce que dans les statistiques des catalystes, il n'y a pas tant que ça, là. Mais dans ce contexte-là, ça se peut que ça marche. Mais si je suis dans un contexte que j'ai un niveau de VICA élevé, si je peux dire, bien, c'est sûr que l'expert, il y a de la misère, là. Fait que ça, on le voit dans les organisations où ça bouge beaucoup, où on est dans un soumis à un contexte de haute technologie, comme je disais tantôt, donc que la vitesse de changement est élevée, bien, l'expert encore là, comme comportement, ça ne veut pas dire qu'il y a une expertise, l'expert a plus de difficultés là, à s'en sortir et à être performant. Puis une des façons qui est amenée par l'agilité de faire face à la complexité, c'est quoi? Bien, c'est l'auto-organisation, c'est la collaboration, l'intelligence collective. Avec le catalyste, il est bon pour faire ressortir l'intelligence collective, la collaboration, alors que l'expert, c'est peut-être une personne qui est potentiellement plus contrôlante aussi. Okay? Fait que s'il est plus contrôlant, nécessairement, il va ralentir ses équipes, il va nuire à la performance de ses équipes sans s'en rendre compte, en fait, parce que c'est pas son intention du tout. Parce qu'il pense que lui, la vérité, ben, c'est lui qui a la meilleure vérité. Fait qu'il veut tout savoir, il veut tout voir, puis il veut intervenir à différents endroits. Okay? Alors que le catalyste, il va être bon pour faire la place aux gens, faire la place aux équipes, puis favoriser la collaboration, puis l'intelligence collective. Je ne sais pas, c'est peut-être petit pour vous autres, mais de toute façon, le document, non, c'est bon, OK, vous le voyez bien. Le document, il va être disponible après, de toute façon, là. C'est les personas que je disais tantôt que Midjourney a fait. C'est juste pour expliquer à quoi ça ressemble, comment il pense l'expert. L'expert, l'achiever, le catalyste, on prend ces trois niveaux-là encore là. Puis si on regarde le point de vue du leadership de l'expert, lui, qu'est-ce qu'il dit?
Ben, en fait, lui, son approche, ça va être une approche technique, tactique. C'est sa façon, son approche pour solutionner les problématiques qu'il va rencontrer. Puis lui, il croit qu'un leader est reconnu, respecté par son expertise. Plus il démontre qu'il est expert, plus il pense qu'il va être respecté, puis plus il pense qu'il va avoir un leadership qui est fort. Okay? C'est sa perspective à lui. Lui, il pense comme ça. Fait que ça, vous avez peut-être déjà des noms qui vous viennent en tête autour de vous. Ça se peut. L'achiever, mais je l'ai dit un peu tantôt, il est orienté sur les résultats stratégiques. Fait que lui, il y a des objectifs, il y a des stratégies, puis c'est ça qui l'alimente, qui le mène. Il vise ces résultats stratégiques-là. Qu'est-ce qu'il croit? Ben, lui, il pense qu'un bon leader, ben, c'est celui qui motive les autres, puis il leur donne des challenges, puis des projets intéressants, puis il fait contribuer à ces projets que lui juge intéressants, à ses objectifs. Puis si on va vers le catalyste, complètement à droite, ben lui, il est plus orienté, il est plus visionnaire, il est plus orienté vers la facilitation, puis il va être plus créateur de sens aussi. C'est une personne qui va créer un sens, qui va être capable d'expliquer le sens des choses, pourquoi on fait les choses, puis à quoi on sert dans notre contexte. Puis nécessairement, il va favoriser la diversité. Et la diversité est un autre moyen, est un excellent moyen de faire face au VICA aussi. C'est bon, je ne les passerai pas toutes avec vous autres. Puis ce que vous voyez après, vous avez le point de vue du leadership. Après ça, vous avez mené une conversation de manière agile, l'idée des équipes de manière agile, puis l'idée du changement de manière agile. Fait que ça, c'est de la façon dont Bill Joyner l'amène dans son livre, ces différentes perspectives pour apprécier le niveau d'agilité ou le niveau de développement vertical. C'est de cette façon-là qu'il l'amène. Fait qu'on voit, je vois, l'idée des équipes de manière agile. L'expert, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il est plus superviseur que gestionnaire. L'achiever, lui, il fonctionne comme un gestionnaire à part entière. Fait qu'il va avoir des réunions, il va discuter avec son monde, il va essayer d'orchestrer, d'organiser le tout. Puis du côté du catalyste, lui, il a une intention de créer une équipe qui est vraiment hautement participative. Donc, il va clairement faciliter l'auto-organisation, ce qui n'est pas le cas nécessairement surtout pas de l'expert. L'expert, on voit, lui, il va fonctionner beaucoup en one-to-one, one-on-one. Fait que, tête à tête. Kim? Joël, il y a Olivier qui demande, en fait, dans le chat, si vous auriez un lien vers un test en ligne pour connaître notre type de leadership. C'est super intéressant. Ouais, c'est quelque chose qui me vient en tête. Je l'amène vers la fin. Tantôt, j'en parle. Je garde ça pour la fin. J'ai une page pour ça. Peut-être, Olivier, si je ne réponds pas comme il faut tantôt, tu me reviendras. Là, j'en parle un peu. Effectivement, il y a des tests pour ça. Donc, je vous amène sur des statistiques de population. Ce qu'on voit ici, là, vous voyez différents niveaux. On part de l'opportuniste, du diplomate, puis on retrouve notre expert, notre achiever, puis notre catalyste. Tantôt, j'ai dit 80% étaient... J'avais-tu la statistique? En tout cas, c'est pas grave. Fait que là, on a un pourcentage dans la population de chacun de nos niveaux. Fait qu'on a l'expert. Fait que 38% de la population se retrouve dans ce stade-là. Ces données-là sont actualisées en 2017. Fait que c'est pas très vieux, là. Fait qu'on a des experts à 38%. C'est quand même un assez haut taux. Des achievers à 33%, puis des catalystes à 9%. Entre 9, aujourd'hui, on parle peut-être des fois 12%, dépendamment des contextes, mais autour de 9-10%. OK? Fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup, là. Des stratèges d'alchimistes, encore moins. Si je m'en vais vers la gauche, parce que je disais tantôt que la plupart des gens, le 80% est dans les experts achievers catalystes. Le diplomate, ça, on en a encore quand même beaucoup dans les organisations. C'est quoi les diplomates? Ben, c'est les gens qui veulent être amis avec tout le monde, qui veulent être reconnus par le groupe. Les adolescents sont comme ça. Hein. Tout ce qui compte pour eux, c'est d'être reconnus par leur groupe d'amis. Une bonne majorité d'adolescents, c'est ça. Donc, c'est des diplomates. Fait que vous voyez qu'avec l'âge aussi, il y a certaines étapes qu'on franchit assez rapidement
avec l'âge dans le développement vertical, mais après ça, on se retrouve globalement dans les trois qu'on vient de discuter. Autre petit point, en fait, c'est une étude qui a été faite par Bill Joyner et Stéphane Joseph quand ils ont écrit leur livre. Il y avait, je pense, une cinquantaine, pas une cinquantaine, 150 organisations qui ont été utilisées pour bâtir cette statistique-là en Amérique du Nord, en Europe, un peu en Asie, mais pas beaucoup, en fait. Puis ce qu'ils voulaient démontrer, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau de leadership agile ou de développement vertical et la performance du leadership. Puis on le voit là, par le nuage de points, puis la corrélation est assez forte. Là, qu'on voit un lien. Fait qu'ils ont fait passer les tests aux gens, puis ils ont évalué ou apprécié la performance du leadership dans ce contexte-là. Fait que c'est clairement démontré, encore là, dans un contexte de VICA, fait que dans un contexte plus stable, on n'aurait peut-être pas la même statistique. C'est bon? Et j'ai une grande question pour vous. Est-ce que tout le monde connaît Elon Musk et Tesla? Petite parenthèse, Tesla a peut-être plus de difficultés aujourd'hui dans la production, mais avec la deuxième voiture qui ont sorti, qui était la Model S, pour ceux qui connaissent, ça a été une voiture qui était très chère quand même, mais que même dans sa catégorie, était super bien cotée dans sa première version. Donc, on avait une entreprise qui n'avait jamais fait de voiture, puis qui sort une voiture, une berline, puis qui est reconnue, mis à part que c'est une voiture électrique, qui est reconnue comme étant une voiture ayant un comportement presque exceptionnel là, par rapport à d'autres voitures. Puis on voit aujourd'hui que Porsche se compare à Tesla dans ces exemples. Elle dit tout le temps qu'elle est meilleure que Tesla sur certaines choses. Puis pour moi, c'est un indicateur assez important quand Porsche se compare à quelqu'un comme ça, que pour eux autres, Tesla est reconnu pour certaines choses. Mais sans aller dans le détail, ma question pour vous, pourquoi cette compagnie-là arrive à faire ça alors que, par exemple, je donne une compagnie américaine, peu importe, ça pourrait être différentes compagnies américaines, Ford n'est pas arrivé à faire une voiture comme ça. Puis oublions le fait qu'elle est électrique, là. n'a pas une voiture qui a une tenue de route aussi bonne, qui a une conduite aussi bonne. Pourquoi, hein? Dans une première version, alors que Ford fait des voitures depuis des années, ils ont un véhicule incroyable. Pourquoi, hein? C'est Je hyper n'ai pas la réponse intéressant. honnêtement, mais... Je me lance, mais est-ce qu'il y a une équipe justement qui était complètement diversifiée, différente dans la composition comparativement à d'autres producteurs? Il y a Marion aussi qui mentionne l'innovation en continu. Mm-hmm. Puis, mais comment on fait pour faire l'innovation continue? Pourquoi GM n'a pas fait des voitures électriques? Il y avait tout ce qu'il faut. Et puis d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, là, mais GM avait fait des voitures électriques dans les années 70, puis ont jeté ça aux poubelles. Ils les ont même rachetés pour les jeter aux poubelles. Je vais essayer d'intervenir. Donc, bonjour, c'est Marion, excusez-moi. Je me demande si ça n'a pas un rapport justement avec la personnalité du leader qui, bon, certains peuvent le voir comme quelqu'un de très excentrique, là, mais c'est quelqu'un qui est constamment en train de se remettre en cause et qui va beaucoup, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, qui catalyse, c'est-à-dire qui va beaucoup vers son opposé, qui va beaucoup chercher l'inconnu. Donc, je ne sais pas si c'est cette recherche-là constante d'apporter quelque chose de nouveau et d'être constamment dans la recherche. Je ne sais pas si c'est un peu ça. Oui, exact. En fait, on peut penser que le leadership a beaucoup d'importance dans une entreprise comme ça et autant celle de GM. Je reprends la notion de vision, un des exemples, la vision. Donc, clairement, Elon Musk, c'est un visionnaire. Ça, je pense qu'on ne peut pas en douter. Clairement, chez GM, quand ils ont jeté aux poubelles les voitures électriques dans les années 70, clairement, il manquait de vision. Alors que s'il avait bâti là-dessus depuis ces années-là, ça serait extraordinaire ce qu'il y aurait comme produit aujourd'hui.
On peut penser, du moins. Euh, on peut penser que Elon Musk a effectivement un leadership qui est plus de niveau catalyste, mettons, qu'expert, pour cette raison-là. Fait que ça, c'est hypothétique, mais j'ai quand même lu certaines choses là-dessus, puis ça ressemble vraiment à ça. Il y a d'autres choses aussi qu'on ne parle pas ici aujourd'hui, mais des bonhommes comme Elon Musk, il y a un test qui existe pour ça aussi. Il appelle ça en anglais le Integrative Complexity. C'est des personnes qui sont capables de comprendre le big picture, l'ensemble, la vue d'ensemble, puis comprendre le détail des différentes solutions. D'être capable de faire les deux, parce qu'assez souvent, on a des gens qui sont très dans le détail, mais quand c'est le temps d'expliquer à quelqu'un d'autre qui est à l'externe, ils ne sont pas capables d'élever leur langage pour communiquer leurs connaissances à un niveau plus élevé ou à un niveau où on veut la vue d'ensemble. Alors que quelqu'un comme Elon Musk est capable de faire ça. Il y a une autre chose aussi que j'avais vu quand je faisais ces recherches-là, parce que je me suis vraiment posé la question, comment il arrive dans sa première version à faire une voiture qui se conduit aussi bien, qui est aussi le fun à conduire, hormis le fait qu'elle est électrique. C'est quand même spécial parce qu'on aurait pu s'attendre que ce soit un petit peu comme première version de la cochonnerie, là. À part le fait qu'elle est électrique, c'est le fun. Il disait que à chaque fois qu'il y a un incident dans une de ses usines, Elon Musk rencontre tout le temps la personne qui a eu l'incident. Lui-même, ça fait partie du protocole. S'il y a un incident, quelqu'un s'est blessé, il rencontre tout le monde. Il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est blessé, qu'est-ce qui est arrivé pour plus que ça arrive. Fait que autant il peut avoir une personnalité un peu spéciale. Puis en fait, le test de développement vertical ou le développement vertical, c'est pas un test de personnalité du tout. Fait que je peux avoir des personnalités qui sont insupportables, mais qui sont catalystes pareil. Comme je peux avoir des personnes qui sont très agréables à côtoyer, qui sont catalystes ou qui sont experts. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. Fait que tout ça pour dire que pour moi, c'est une façon d'exercer son leadership. Je me souviens aussi qu'il y avait à un certain moment donné, il y en a un qui avait trouvé ça très directif, mais vous vous souvenez, tantôt, je disais, le catalyste, il va être achiever quand il faut, puis il va être expert quand il faut. Puis à un moment donné, il avait envoyé un email qui avait circulé, je ne sais pas si c'était un vrai email, mais il disait que dans Tesla, Elon Musk ne voulait pas que les gens soient obligés de passer par la hiérarchie pour parler à quelqu'un. Fait que d'ici à quelqu'un dans un secteur d'ingénierie qui veut parler aux ventes, il va parler aux ventes. Il n'a pas besoin de passer par son boss, puis son boss va aller voir le boss de l'autre. Il dit, moi, je veux pas que ça fonctionne comme ça dans mon entreprise. Il y en a qui ont dit, Elon Musk, il a joué au boss, puis il a donné sa façon de voir les choses. Mais moi, je trouvais ça super bon parce que dans l'organisation, ça veut dire que les gens sont capables de se parler ou ils doivent se parler, puis ils encouragent la discussion intersecteur quand il faut et non pas le passage par la hiérarchie parce que ça cause souvent, quand on passe par la hiérarchie, ça arrive des fois que le sujet est un peu étouffé, disons. Kim? Oui, puis Joël, il y a Christian qui mentionne beaucoup de similitudes avec les trois types de gestionnaires qu'on retrouve dans l'artiste, l'artisan et le technocrate de Patricia Pitcher du HEC. Ah, c'est intéressant. Je ne l'ai pas vu, ça, mais je vais aller voir. Très intéressant. C'était le point pour Elon Musk. Je continue, je m'en vais vers les tests. En fait, j'en nomme 3 ici, mais il y en a d'autres. Tantôt, je pense que c'est Olivier qui posait la question pour les tests en ligne. Il y en a un qui existe, que moi j'ai vu apparaître à l'automne, mais je vais t'en dire, je ne l'ai jamais essayé. Existe, je veux dire, je recommence, je vais faire ça plus clair. Il y en a 3 qui sont ici. Il y a celui de Bill Joyner, qui a le Leadership Agility 360 de Bill Joyner. Moi, j'ai la certification pour le passer, fait que je l'utilise beaucoup. Pourquoi il est le fun, celui-là? C'est que c'est un 360, c'est le modèle 360. Ça veut dire que ton boss t'évalue, tes pairs t'évaluent, les parties prenantes t'évaluent, puis tes direct reports t'évaluent aussi, donc tes employés. Fait que tu fais un tour de roue qui est super intéressant pour voir tu te retrouves où comme leader dans ce modèle-là. Puis je m'excuse, je vous ramène un petit peu en arrière.
il va évaluer dans les 4 axes qu'on voit là. Tu sais, mener une conversation agile, l'idée des équipes. Fait que ça se peut que dans l'idée des équipes, tu es un expert, mais quand tu arrives dans l'idée du changement de manière agile, tu es un catalyste. Ça se peut aussi. Que je parlais dans le détail, mais tu n'es pas nécessairement un catalyste dans toute ta sphère. Puis, tu te retrouves avec une dominante. Mettons, on peut dire que dans l'idée du changement de manière agile, tu as une dominante qui est catalyste, mais ça se peut que dans certaines situations, tu sois plus expert. Okay? Fait que le test, il fait ressortir ça un peu, puis ça permet d'avoir une bonne discussion sur le développement de la personne. Puis la personne, elle peut décider comment elle se développe, puis quel axe elle va aller chercher, et sur quel axe elle va travailler dans le fond, quel axe elle va développer. Fait que ça, c'est le Leadership Agility 360 de BitJourner. Fait qu'il y a plein de gens qui répondent, la personne aussi, puis on compare. Ce qui est intéressant, à chaque fois que moi je l'ai passé, puis honnêtement, actuellement, je l'ai juste passé, ça a toujours été à des gestionnaires, parce que là, tu vois comment les autres te perçoivent, tu vois comment toi tu es. Quand le leader est perçu comme un expert par ses équipes, par les gens autour de lui, par les parties prenantes, par son gestionnaire ou une partie de ces personnes-là, le gap est plus grand. Ce que je veux dire, c'est que les experts se pensent beaucoup catalystes. Alors que quand je suis un catalyste, le catalyste, il se voit beaucoup plus comme les autres le voient. Tantôt, je parlais de niveau de conscience, fait que le catalyste, dans ses réponses, il va avoir pratiquement les mêmes réponses que les gens dans le 360 vont avoir répondu. Fait qu'il est capable de comprendre qu'est-ce qu'il projette dans son entourage, beaucoup plus que l'expert. L'expert, presque à chaque fois, j'ai un gap important entre les deux, beaucoup de gaps. C'est sûr que le test, il y a beaucoup d'éléments, là, il y a plusieurs pages, mais les gaps sont plus grands. Il y en a un autre qui est super intéressant aussi. Puis ce que je vous amène là, c'est des tests qui sont bien démontrés depuis longtemps. Le Global Leadership Profile aussi, puis le SCTI. Puis le SCTI, c'est comme puis l'autre aussi, c'est comme des phrases, puis tu réponds à des contextes. Fait que c'est pas juste des vrais ou faux, des choses comme ça. Il faut que tu expliques un contexte, puis c'est comme ça qu'il évalue. Puis c'est pas automatisé. Il faut qu'il y ait un expert qui est certifié donne son appréciation du test. C'est comme ça qu'on est capable de trouver le niveau, le développement vertical d'une personne. Fait que, comme je disais tantôt, tous ces tests-là existent depuis quand même longtemps, puis ont démontré leur fiabilité. Puis le SCTI, ben lui, c'est des phrases que tu complètes, fait que tu dois compléter des phrases, puis encore là, c'est une personne qui doit l'analyser en partie. Il y a une partie automatique, puis une partie qui doit être analysée par un système. J'arrive à l'autre que je parlais tantôt, j'en ai vu un apparaître sur le web qui est plus simple, moins cher aussi parce qu'il y a des coûts quand même importants pour ces tests-là, étant donné, comme je viens de dire, qu'il y a une personne qui l'analyse puis qui fait une rencontre avec la personne pour expliquer les résultats du test. Mais il y en a un qui se fait sur Internet que je n'ai pas essayé. Fait qu'il faudrait que je l'essaie bientôt, qui est moins cher. C'est peut-être, je pense que c'était autour de 100 $ US, quelque chose comme ça, alors que les autres, comme le SCTI, c'est plus autour de 1000 $. Le Global Leadership Profile aussi, puis le Leadership Agility 360, mettons, sans rencontre avec personne, juste le test en canadien, c'est autour de 400 ou 500, qui est moins cher un peu, puis il est moins complexe parce qu'on utilise l'approche 360. Ça répond à ta question de tantôt, Olivier? Oui, super, merci beaucoup. Donc, 3 types de tests qui existent, là, qui sont démontrés et qui fonctionnent. Référence, j'en ai parlé tantôt, puis il y a un article aussi qui est quand même bien écrit, qui parle plus des logiques d'action, qui est de HBR, qui n'est pas long à lire. Je l'ai mis là. Puis il existe aussi, je pense, en français. Il a été traduit par Harvard Business Review France. Fait que dans mes références, j'avais beaucoup le livre de Leadership Agility de Bill Joyner et Stephen Joseph, puis celui de Frédéric Laloux. Peut-être pour conclure, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que si on arrive
à se développer comme personne, puis utiliser un modèle comme le développement vertical, on va arriver à développer plus d'agilité que peut-être qu'on réussit à le faire actuellement. Je reprends l'analogie du début, je ne sais pas si vous vous souvenez, je disais la Formule 1. Ben, la Formule 1, pour moi, c'est comme les meilleures méthodes agiles qu'il y a au contexte, qu'on applique au contexte. Mais si on ne change pas nos comportements, on n'arrivera pas à développer une agilité si élevé que ça, un niveau d'agilité qui est si élevé que ça. Puis pour moi, le leadership des gestionnaires qui sont en place dans une organisation, c'est sûr que une startup, c'est notre game, c'est carrément autre chose. Une startup, la culture se crée avec la création d'entreprises. Fait que peut-être qu'ils vont arriver à développer une agilité dès le début, puis ils vont la maintenir. Mais une organisation qui existe depuis plusieurs années, ben là, c'est carrément autre chose. Fait que si on n'aide pas les gestionnaires à se développer dans cette perspective-là, ça n'arrive pas tant que ça. Puis moi, j'en accompagne beaucoup. Puis tu sais, je vois très bien que les gens sont bien intentionnés, mais c'est vraiment contre-intuitif, là. Quand tu es un expert, de te comporter comme un catalyste, c'est dur. C'est vraiment très difficile. Fait que si on ne les aide pas à développer des comportements d'achiever, puis par la suite de catalystes, ben on a des gestionnaires qui ont de la misère à créer des équipes agiles hautement performantes, puis je dirais aussi humaines. Tu sais, pour moi, c'est super important aujourd'hui que les gens soient bien dans les organisations. Oui, la performance est importante. Pour moi, elle est encore, mais pas au détriment des personnes qui participent à ce travail-là. Donc, c'est la perspective là, du leadership qui supporte l'agilité. Quand je dis pratique émergente, émergente, oui. Je dis ça parce que je me rends compte que quand j'en parle, c'est pas tout le monde qui connaît le sujet. Et en même temps, je disais tantôt, c'est stable depuis 20 ans. C'est vraiment émergent? C'est une bonne question. Mais je pense que c'est encore émergent parce que c'est pas connu puis c'est pas nécessairement mis en application dans beaucoup d'organisations. Mais il y a quand même des centres de recherche importants. Il y a l'Université d'Oxford qui travaille là-dessus. Il y a l'Université d'Ottawa aussi qui avait mis en place un centre de leadership. Au HEC aussi, quand même beaucoup. L'Université Laval, je sais aussi que c'est le cas. Alors, c'est quand même un sujet qui est connu dans le monde de la recherche là, sur le leadership, qui pour moi vient bien servir l'agilité. Puis, ça me fait penser, des fois quand je travaille avec des collègues coachs agiles qui me disent « Hey Joël, on va former l'équipe de gestion en Kanban. » Ben, pas sûr que c'est la bonne idée, moi. Quand on fait ça, pour moi, on encourage le gestionnaire à rester dans un stade d'expert, alors qu'on devrait l'aider à comprendre c'est quoi un modèle de performance agile lean, mais surtout, lui, comme gestionnaire, comme leader, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit adapter son leadership pour être capable de supporter et aider ses équipes dans le développement de l'agilité, non pas le faire à leur place. Des questions? Oui, Oui, bonjour Joël, bonjour. c'est Wenhua. Merci pour ce partage-là, c'était super intéressant. Puis j'ai une question. Justement, moi en ce moment, je travaille dans une compagnie, on va dire, relativement vieille. Donc, il y a une vieille mentalité de leadership, etc. Puis clairement, il y a des gens qui se comportent comme des experts, comme ce que tu viens de décrire. Tu le vois facilement. C'est ça. Mais moi, ma question, c'est, à part, mettons, faire des tests, etc., comment on pourrait faire en sorte que ces gens-là prennent conscience de ça ou de commencer à réaliser? Ta question est bonne. C'est là que je m'en allais. En fait, j'entendais ta question. Puis pour moi, la première étape, c'est que les gens prennent conscience et qu'ils aient envie de changer. Parce que si une personne n'a pas envie de changer, c'est difficile d'aider quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Des fois, j'en parle comme je fais là, juste pour solliciter l'intérêt. Puis par après, j'y vais avec un test pour que les gens ils comprennent son où. Puis le 360 est vraiment intéressant pour ça parce que là, ils voient comment les gens les perçoivent aussi. Tu sais, je disais tantôt, si la personne est vraiment experte, est au niveau expert, puis elle se voit comme catalyste en passant le sondage, puis tout le monde le voit comme expert, je te dis que c'est vraiment c'est un choc, là.
Mm. C'est un choc, puis des fois, c'est assez pour ouvrir la porte et dire, OK, il faut que je fasse quelque chose. Là. OK. Merci. Mais ça prend une sensibilisation. Il faut que les gens aient envie de changer parce que s'ils regardent ça et disent, ben, moi, je suis catalyste, puis je n'ai pas besoin d'aller passer un test, je le sais déjà, ben, on n'y arrivera Exact. pas. Exact. C'est ça le dilemme. Tout à fait. Tout à Ouais. fait. Merci. Ça fait plaisir. Je pense qu'on avait Christian après. Oui. Ben, je voulais juste renchérir là, sur l'aspect par rapport aux catalystes, justement, dans les entreprises, d'en avoir le plus possible. Puis normalement, quand tu as une start-up, tu en as plein, c'est là que tu as l'innovation. Mais pour revenir sur le livre de Patricia Pitcher, c'est ça qu'elle présente, justement. Elle a travaillé beaucoup dans les entreprises financières. Puis au début, c'est des entreprises qui ont explosé, ils ont innové, à prendre des exemples de d'autres entreprises, mais c'est beaucoup finance. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'ils finissent par remplacer des gens qui sont des gens qui innovent, un peu comme Elon Musk, justement, qui est un artiste selon sa terminologie à elle. Puis un jour, ben, ces gens-là se font remplacer parce qu'ils prennent leur retraite. Puis là, c'est des experts qui les remplacent. Dans son livre, c'est des technocrates, justement. Puis là, c'est là le défi, c'est de garder la culture d'innovation à travers toute l'entreprise. Puis plus l'entreprise est grosse, normalement, plus c'est difficile là, de garder cette culture-là d'innovation. Ça se fait, mais je pense que c'est toute une question de garder la culture puis que tout le monde renforce cette culture-là. Puis là, je rejoins un peu la question qui est venue juste avant, là, mais c'est pas facile. Une entreprise, moi, là où je me questionne, c'est une entreprise qui n'a pas ça dans sa culture. Comment tu peux en arriver à changer cette entreprise-là? Ça me semble un défi insurmontable, là, mais peut-être qu'il y a des moyens de le faire. Je ne sais pas si tu as déjà des expériences par rapport à ça. Oui, quand tu dis qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas quoi? La culture, en fait, ce qui arrive souvent, c'est que tu parlais au début, dans la culture de l'entreprise, les gens, je ne me rappelle pas, il faudrait que tu me remontes la slide, là, mais il y a une certitude. Puis les gens, ils vont beaucoup avec les façons de faire. Ils ne sont pas dans le mindset d'innovation. Comment que dans une entreprise comme ça, tu en arrives à changer la culture? Ici, là, ouais, c'est ça, exact. Stabilité, certitude, simplicité et clarté. Les gens sont tous dans ce mode-là, ils regardent l'autre faire, puis là, ils vont refaire ce que l'autre faisait avant. Quand quelqu'un progresse, tu as le principe de Peter aussi là-dedans. Là. Oui, ça pourrait être le cas. Mais une entreprise qui a cette culture-là, qui est beaucoup d'entreprises, à mon avis, comment tu en arrives à le changer, c'est ça qui n'est pas facile. Là. Puis que je ne vois pas de solution facile à ça. Là. En fait, tu m'amènes sur un point que je n'ai pas expliqué tantôt, là, mais qui pourrait être pertinent dans la réponse. Là. Je vais juste ramener. Tu sais, je disais tantôt, je disais Frédéric Laloux utilise les couleurs puis il parle des organisations. Ce qu'on voit clairement dans le livre de Frédéric Laloux, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais moi, j'ai eu la chance de passer une journée avec un des bonhommes que Frédéric Laloux a rencontré, c'est lui qui a mis en place la compagnie qui s'appelle le Burzog. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Y en a-tu, non? C'est une des entreprises que Frédéric Laloux est allé voir. Ce qu'on constate avec cette analyse-là, c'est qu'une entreprise qui serait catalyste, pas nécessairement quelqu'un qui est en haut de la pyramide qui est au moins catalyste ou stratège ou alchimiste. Fait que tu n'auras pas une entreprise qui est catalyste avec un achiever qui est à la tête. Fait que pour changer la culture, pour faire évoluer la culture, il faut au moins que le leader à la tête soit catalyste, puis lui amène le changement de culture, puis qui amène le changement, parce que je pense que vous savez qu'une culture, ça ne change pas comme ça, puis tu ne peux pas dire, ben, moi, je change ma culture, puis je vais écrire ça sur une feuille de papier, puis je vais écrire des valeurs sur un mur, puis ma culture va changer. Il faut que tu influences. Ça prend du temps, dépendamment de la grosseur de l'organisation aussi, dépendamment de l'inertie que l'organisation a. Mais tout ça pour dire que ça peut changer, mais il faut que la personne à la tête soit là.
ou quelqu'un qui est à la tête d'un secteur dans une grande organisation pourrait aussi, dans son secteur, amener son secteur au niveau catalyste. Ça, c'est possible. Oui, c'est vraiment, ça dépend vraiment de tes leaders en haut. C'est ça qui fait toute la Oui. différence, là. Ça, Oui. On ne s'en sort pas. Au moins, là où on peut garder confiance, c'est si tu as des leaders qui sont capables d'avoir une influence dans leur propre secteur, bien, ça devient un exemple. Eux autres peuvent faire progresser des gens dans leur façon de fonctionner, Tout à fait. influencer les autres, là. Fait qu'il faut focuser sur là où on peut avoir un impact, finalement. Oui. Puis il y en a beaucoup des entreprises qui sont clairement catalystes, mais vite comme ça, là, je réfléchis, la plupart ont été construits dès le début par un leader qui était comme ça. Puis un bel exemple, c'est Gore-Tex. Vous connaissez probablement les produits Gore-Tex. Monsieur Gore, c'est un bonhomme comme ça, puis je l'ai vu en entrevue, puis quand il disait « Comment vous savez que votre usine du Japon fonctionne bien? » Bien, il dit « Je vois les résultats sont bons. » Ouais, mais il dit « Vous n'avez pas de contrôle. » Tu sais, il dit « Je veux pas de contrôle. Moi. » Il dit « Je vais le savoir si ça va pas. J'ai pas besoin de tout ça. » Puis il dit « Savez-vous que ça me coûte bien moins cher pour contrôler que d'accepter que mes gens fassent des erreurs? » Tu sais, il trouvait ça drôle, cette question-là, M. Gore, mais pour du monde qui sont habitués à avoir une organisation plus traditionnelle, c'est comme, voyons, comment tu fais, toi, pour pas avoir de surveillance et de suivi sur ton usine sur laquelle tu ne peux pas y aller à tous les mois. Là. C'est intéressant. Un mind shift complètement. Je ne sais pas si Wenhua, tu avais une nouvelle question ou si c'était... Non, je pense que c'était mon ancienne. C'était tantôt. Ben, en fait, vu que là, tu m'as lancé, je vais profiter. En fait, juste par curiosité, c'est quoi le profil de stratège? Ben, je pourrais te donner un exemple sans aller dans le détail de l'explication. Le stratège, ça va être quelqu'un qui va avoir une plus grande capacité d'amener des grands changements. Puis là, le stratège ou alchimiste, honnêtement, c'est pas si clair que ça, mais un exemple, c'est Nelson Mandela à la sortie de prison. Puis, tu sais, ceux qui ont vu son film, on le voit très bien passer par différents stades. Il était clairement un expert à un certain moment donné avant qu'il rentre en prison. Puis quand il est ressorti puis qu'il est devenu président, il était plus un stratège ou un alchimiste. Honnêtement, je ne sais pas dans lequel des deux, mais c'est une personne qui a amené des grands changements de société. Fait que ces personnes-là ont ces capacités-là de l'amener. Puis, parce que je pense au film, puis je me souviens qu'il rentre comme président, puis là, les gens se demandent tout, surtout qu'il est noir, là, c'était tout des blancs avant. Comment ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je vais me faire remettre dehors. Puis il voyait le malaise des gens, puis il rencontrait un par un pour leur dire ben, tu sais, Kim, je veux juste que tu saches, j'ai besoin de toi dans ce nouveau gouvernement-là. Alors, j'aimerais que tu restes. Alors que Kim, elle se disait, ben non, c'est un noir qui arrive, moi je m'en vais d'ici, là, ça va être la guerre, là, on ne s'entendra pas, on ne se comprendra pas, mais lui, c'était une personne qui était comme le catalyste, parce que s'il était stratège ou alchimiste, il était aussi catalyste, mais c'est une personne qui est souvent citée comme stratège ou alchimiste. Je vois. Merci. De rien. L'entreprise que je parlais tantôt, que Frédéric Laloux a étudié, qui s'appelle Burzog, c'est des services d'infirmiers, infirmières à domicile pour personnes âgées. Puis, j'ai pas vu, il est quelle heure? J'ai pas, il reste quelques minutes. Lui, il s'est rendu compte qu'avec le temps, tout s'organisait, c'est-à-dire que lui, c'était aux Pays-Bas. Lui, il offrait des services d'infirmiers aux personnes âgées, puis avec le temps, ils ont mis un centre d'appel centralisé. Fait que là, quand ils ont mis un centre d'appel centralisé, ils ont mis ça lean. Je le mets entre guillemets parce que je suis un adepte du lean aussi. Je pense que c'est super bon, mais des fois, c'est mal utilisé. Fait que là, il disait, ben toi, il s'appelle Yoss de Bloc. Yoss, quand tu vas faire une intervention dans tel contexte, ben, tu as 4 minutes et demie pour faire ton intervention. Puis là, il a dit, moi, je ne suis pas heureux là-dedans. Là. Je n'étais pas de nœud de piqûre. Je n'ai pas étudié pour ça. J'ai étudié pour aider les personnes âgées. Fait que, il a bâti la compagnie qui s'appelle Burzog.
pour laquelle il n'y a aucun gestionnaire. C'est une structure aplatie complète. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a entre 15 et 20 000 employés puis un chiffre d'affaires de 40 ou 50 millions d'euros. Fait que c'est pas une bénérie, c'est pas une petite affaire, là. Puis, il a dit, ma mission, moi, c'est juste d'aider les personnes âgées. Fait qu'il dit, quand j'ai commencé avec quelques personnes qui ont voulu me suivre dans mon plan, mon plan qui faisait pas de sens pour plusieurs, il dit, on s'était dit, nous autres, on aide les gens. Fait que quand il y avait un call, un appel pour aller rencontrer une personne âgée, puis lui, si la personne âgée voulait prendre un café, il prenait un café. Si la personne âgée voulait jaser, il jasait. Puis avec le temps, il s'est rendu compte que son organisation était plus performante. Pourquoi? C'est qu'en jasant, il se rendait compte que l'intervention du centre d'appel qui avait été détectée par l'appel de la personne âgée n'était pas tout à fait bon. Fait qu'il n'y avait pas besoin de retourner souvent chez les personnes pour faire une deuxième intervention parce qu'il réglait du premier coup. Il prenait le temps de discuter puis comprenait comme il faut la situation. Puis de toute façon, c'est ça qu'on veut. Fait que des fois, là, les autres, ils disaient que ça prenait 4 minutes et demie. Bien, vu que j'étais une entreprise privée, j'étais payé pour 4 minutes et demie, mais je prenais une demi-heure, des fois 45 minutes pareil, parce que je prenais du temps pour jaser avec eux. Fait qu'eux se sont développés comme ça, cette compagnie-là, Burtsock. Ils ont fait des cellules, fait que les gens ils ont des mécanismes pour fonctionner ensemble. Les gens ont le droit d'innover, d'amener des idées, puis là, ils les partagent entre les cellules. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Là. Ils sont rendus un petit peu partout en Europe. Là. Tu sais, je dis 15 000, entre 15 000 et 20 000 employés, mais moi, je l'ai rencontré, ce bonhomme-là, en 2016, puis c'était le cas à l'époque, fait que ça a peut-être changé. Je n'ai pas suivi en détail, mais pour moi, c'est une entreprise qui est très agile aussi. Là. Puis pourtant, ils n'ont aucun cadre agile. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Ben, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider, que ça pourra amener quelque chose. Oui, un gros merci. Vraiment, c'était super intéressant. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci énormément, Joël. Tu as beaucoup de remerciements aussi dans le chat. Merci à tous et toutes d'avoir été présents aussi ce soir. On se retrouve bientôt dans tous les cas. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bye. Bonne soirée.